bien, d'abord, bonjour à tous et surtout, merci de m'avoir invité. Alors, oui, je n'ai pas choisi finalement de parler trop de l'actualité parce que là, il n'y en avait pas. Vous savez qu'il y a eu le congrès de cancérologie de Chicago qui vient de se terminer et il n'y avait pas d'actualité vraiment résonante pour le moment. Donc, j'ai plutôt prévu quelque chose pour vous amener à réfléchir sur ce que peut représenter la prévention et sur la raison de se faire suivre en gynécologie à tout âge. Je crois que c'est important. Alors, c'est par là que je vise. Non, normalement, ça va. Alors, voilà. Je suis oncologue médicale, je suis également en charge des tumeurs gynécologiques actuellement et je suis aussi membre du groupe Arcagie Gynéco, qui est l'organisme, le groupe français qui développe les essais thérapeutiques pour mettre à votre disposition des traitements innovants. Et les traitements qu'on a actuellement sont le fruit des recherches qui ont été faites il y a 10 ans, 20 ans. Et évidemment, il faut les améliorer. Alors, quand on parle des cancers gynécologiques, et là je ne parle pas du cancer du sein, souvent on se dit, mais c'est drôle, je n'en entends pas parler. Les patientes qui ont des cancers de l'ovaire, la première chose qu'elles disent, mais pourquoi on ne parle jamais de nous? Cancer du col, on en parle assez peu, et en tout cas le discours est quand même pas très cohérent. Et quand on veut parler des cancers de l'endomètre ou de la vulve, alors là c'est le désert complet. Donc effectivement on en parle peu, et la raison est qu'en fait ces cancers sont plutôt rares par rapport à d'autres blockbusters que sont cancer du sein, cancer du poumon, cancer du côlon, cancer de la prostate. Et on comprend bien pourquoi beaucoup d'investissements ont été faits dans ces cancers-là, parce qu'en termes de nombre, s'y intéresser et développer des traitements efficaces permet de réduire le nombre de cas de cancer et permet de réduire la mortalité de façon drastique. Et c'est ce qu'on a observé effectivement dans l'ensemble de ces cancers. Donc à ce titre-là, ça n'est pas à remettre en cause. Mais pour ce qui est des cancers moins fréquents, on se dit que peut-être il y a des choses à faire qui ne seraient pas forcément très chères si seulement on pouvait communiquer. Et c'est aussi l'intérêt d'en parler aujourd'hui. Et de fait, ça, ce sont des chiffres qui sont issus des données de l'INCa, consultables par tout le monde. Le cancer de l'ovaire, qui est certainement le plus redoutable de ces cancers gynécologiques, il est quand même 10 fois moins fréquent que le cancer du sein. Donc ça explique pourquoi, quand on regarde les chiffres de nouveaux cas et les chiffres de mortalité, eh bien en fait, comme on n'a pas grand-chose à communiquer de réjouissant dessus, on n'en parle pas. Et de fait, ce n'est pas forcément la meilleure façon d'aborder les choses non plus. Le cancer de l'endomètre, lui, a plutôt tendance à avoir une bonne réputation. Attention, avec l'évolution de ces 15 dernières années, sous l'effet vraisemblablement de l'environnement, mais également des prises de poids, l'incidence de l'obésité, on voit changer le cancer de l'endomètre, d'une part parce qu'il devient plus important, d'autre part parce qu'il touche des femmes plus jeunes, et on récolte aussi des formes plus graves, alors que c'était un cancer qui avait bonne réputation, puisque découvert tôt et traité simplement par une hystérectomie. Et on voit quand même qu'un quart des patientes à peu près, malheureusement, décèdent. C'est donc ce n'est plus un cancer d'aussi bon pronostic. En avez-vous entendu parler? Non. Donc effectivement, de ce côté-là, on ne communique pas. Et puis enfin, dans le cancer du col, peut-être celui dont on a parlé le plus, eh bien là aussi, il y a beaucoup à faire parce que c'était jusqu'il y a peu de temps le seul cancer qui était induit par un virus, donc pour lequel on dispose d'un dépistage et depuis longtemps d'une vaccination. Bilan des courses, rien n'est fait, on n'avance pas. Donc, de fait, bon, après, je vais vous parler un peu de l'association. Ça fait un moment qu'on travaille au comment apporter du bénéfice aux femmes. Et l'association s'est mobilisée autour du suivi des femmes en gynécologie. D'une part, parce que beaucoup de femmes pensent qu'après la ménopause, il ne se passe rien. Quand tout va bien, il ne peut rien arriver. Tout s'est endormi, n'arrivera à rien. C'est faux, c'est là où commencent les ennuis. Donc, c'est une légende urbaine qui est totalement, comme toutes les légendes urbaines, fausse. Donc, il faut savoir aussi communiquer. Ce n'est pas forcément pour ça que les examens sont agréables, parce qu'il y a la sécheresse vaginale qui peut être gênante. En tout état de cause, ce n'est pas à ce moment-là qu'on ferme la porte, c'est une raison de plus pour venir.
Et ensuite, pour les moins de 50 ans, ben on ne comprend pas bien pourquoi ça ne passe pas dans la population, qu'une consultation régulière, possiblement annuelle pour les femmes, qu'elles soient avec le médecin généraliste, avec la gynécologue, maintenant avec les sages-femmes, ne s'est pas imposée. Évidemment, cette consultation annuelle n'a pas montré qu'elle réduisait forcément le risque de cancer encore, mais elle n'a pas montré non plus qu'elle était néfaste. Donc, c'est les occasions de communiquer, c'est l'occasion que les femmes parlent de... Et entre 25 et 50 ans, franchement, que ce soit pour la sexualité, pour la fertilité, pour le suivi de grossesse ou le suivi de cancer, franchement, il y a toute bonne raison d'être suivi en gynécologie. Et pourtant, ça ne fait quand même pas une évidence. Donc, ça amène à réfléchir aussi. L'éducation, elle est importante parce qu'on lit en gynécologie, qu'est-ce qu'on lit? Les journaux féminins. Elle, France, je sais pas quoi, Marie, tout ça, là ou là, c'est pas pour ça qu'il y a des choses fausses, mais ce sont des condensés de choses acceptables pour tout le monde. L'information, elle est vulgarisée, elle est forcément, quand elle est vulgarisée, un peu fausse, et pas forcément adaptée à chaque situation. Vous savez comme moi qu'il y a des situations à risque de cancer gynécologique. Et donc, le fait d'être suivi régulièrement permet d'apporter de façon fragmentée, régulière et ajustée de l'information. Il ne s'agit pas de venir une fois tous les 5 ans et d'avoir, boum, le béton qui tombe sur la tête. C'est progressivement, on apprend à prendre connaissance des gens au fil du temps, à apporter de l'information intelligible, fragmentée, répétée. Et c'est comme ça qu'on intègre l'éducation d'une population. Et ce n'est pas à coup de matraque sur des dépistages. Tout d'un coup, on fait pendant un mois du matraquage télé. Ce n'est pas suffisant. Donc, ça permet d'examiner les gens. Ça permet de conseiller à tous les âges, la génération de femmes de cette famille et d'établir un lien particulier qui fera que si on a bien averti les femmes des risques, des symptômes qui pouvaient être alarmants, eh bien, elles n'attendent pas la consultation d'après pour consulter. Combien on voit de femmes qui disent « Ah bah oui, ça fait 3 mois, je me plains de ça, mais comme j'avais ma consultation, quand elles sont suivies, qui arrivait, je n'ai pas consulté, j'ai attendu. » Et donc, en fait, quand on communique bien, c'est une consultation régulière quand tout va bien. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, on avance la consultation pour dire ce qui ne va pas. Heureusement, la plupart du temps, ce n'est rien. Mais il faut quand même s'en assurer. Et la difficulté, c'est que, vous avez vu, c'est quand même pas des cancers très fréquents, mais il n'y a rien qui dit, quand c'est grave, que ça ne l'est pas, sur des symptômes tels que des troubles des règles, des pertes, des douleurs pelviennes. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et on ne le sait pas, on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'a pas regardé et pas vu. Alors, maintenant, en examen complémentaire, je crois quand même que tout le monde sait un peu en quoi consiste une consultation de gynécologie, qui que ce soit qui la fasse. C'est globalement un examen pelvien et un examen général s'il y a besoin. Et le plus souvent, l'examen complémentaire que l'on fait, c'est à l'issue de l'examen le frottis, avec ou pas une colposcopie, l'examen du col avec coloration pour voir s'il y a des zones anormales. Le col, c'est la seule partie qui soit vraiment visible à l'examen gynécologique. Le reste, quand la gynécologue palpe le ventre, elle peut passer à côté d'une masse pelvienne si elle n'est pas très grosse, parce que dans le ventre, il y a de la place et on peut passer à côté. Et donc, oui, on peut être suivi régulièrement par sa gynécologue sans qu'on trouve d'anomalie. Et oui, on peut faire malheureusement entre 2 visites un cancer de l'ovaire. Oui, parce que la gynécologue ne le détectera pas forcément. Donc, ce n'est pas parce qu'on est bien suivi qu'on évite non plus les cancers. Donc, mais néanmoins, il y a un émaillage qui est plus étroit que si on n'y va jamais. Et en radiologie, l'examen le plus simple, c'est l'échographie. Ça ne fait pas mal, ce n'est pas invasif, ça ne coûte pas cher. Donc, c'est un examen qui apporte chez les femmes relativement menues beaucoup d'informations dans le débrouillage. Et le plus souvent, ça s'arrête là. Et quand on a un doute à l'échographie, on peut faire bien sûr une IRM, qui est l'examen du pelvis. Scanner, c'est pas bon. Et puis après, tout un tas d'autres examens, si on a besoin. Un symptôme sur lequel on communique très peu, sur lequel on communiquait il y a 30 ans, mais sur lequel on ne communique plus, c'est qu'après la ménopause, il n'y a aucune raison d'avoir des saignements gynécologiques. Alors là, maintenant, on voit s'installer les fibromes qui saignent après la ménopause, la chose un peu nouvelle. Non, a priori, c'est exceptionnel qu'un fibrome saigne après la ménopause. Les saignements après la ménopause sont toujours à investiguer et sont toujours potentiellement l'annonce d'une pathologie au niveau de l'utérus. Donc ça n'est absolument pas un signe qu'il faut négliger. Une femme ménopausée ne doit pas voir de saignements
vaginale, ou alors il y a quelque chose qui se passe. Hein. Donc voilà, ça aussi on a un peu l'impression que ces signes-là sont en diminution dans la communication. Hein. Alors là, je parlais que pour les femmes ménopausées, hein, parce que pour les femmes non ménopausées, les saignements, bon, il y a beaucoup de raisons de saigner au niveau vaginal, on ne va pas les voir toutes. Alors, la prévention du col de l'utérus, c'est quelque chose dont on entend parler, alors ça fait plus de 30 ans, hein, parce que globalement, le dépistage du cancer du col existe, il existe à titre individuel, dans certaines régions, il existe dans le cadre de démarches comme la mammographie, avec incitation, et c'est beaucoup plus régulier. Et puis, normalement, il existe pour tout le monde, et il est proposé de se rendre à ce dépistage. Il y a eu de nombreuses communications à ce sujet. Néanmoins, eh bien, dans le dépistage fait par Frotty, il y a beaucoup de femmes qui n'y vont pas, qui ne respectent pas les intervalles et qui pensent, en fait, finalement, là aussi souvent, qu'après 50 ans, ça ne peut pas arriver. Et dans le cancer du col, il y a 2 pics. Il y a les femmes plutôt jeunes et puis il y a les femmes autour de 60, 65 ans. Il y a donc 2 pics d'incidence bien différents. Et à ce titre-là, il faut quand même le regarder. Le dépistage, ce n'est peut-être pas clair pour tout le monde. Ce qui est important, en gynécologie, il n'y en a qu'un, c'est le cancer du col. Il n'existe aucun dépistage du cancer de l'endomètre et aucun dépistage du cancer de l'ovaire. Un dépistage, c'est un examen qui permet d'intervenir tôt dans la dégénérescence potentielle d'une maladie. Ça veut dire on se met en œuvre pour découvrir un état qui est susceptible de devenir un état cancéreux. Et quand on le traite, eh bien, du coup, on évite que cette maladie se transforme en cancer. Ce n'est pas la même chose qu'un diagnostic précoce. Un diagnostic précoce, hein, ça permet de pouvoir trouver une maladie à un stade où elle n'est pas forcément symptomatique chez vous, mais où il y a déjà une maladie cancéreuse. Toutes les maladies cancéreuses ne se prêtent pas au dépistage. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une histoire de maladie particulière et assez longue pour qu'on puisse intervenir à un moment où l'intervention médicale a des chances d'être efficace. Quand les maladies sont précancéreuses et passent dans le mois qui suit dans une pathologie cancéreuse, comme c'est assez souvent le cas dans certaines formes de cancer de l'ovaire, on n'a pas la possibilité d'intervenir à un moment où le traitement soit intéressant et différent de celui qu'on fait quand la maladie est révélée. Donc c'est tout l'intérêt du cancer du col, c'est que les phases de passage d'un état précancéreux à un état cancéreux sont longues, souvent plusieurs années. Hein, et donc ça rend efficace le dépistage par Frotty. Alors là, ça c'est téléchargeable sur amélie.fr pour tout le monde, en libre. Et donc on voit là maintenant quelles sont les recommandations pour la vaccination contre l'HPV, sujet très débattu, je ne doute pas que ça va soulever des commentaires. Le cancer du col est viro-induit, et donc ce virus, il a été identifié, enfin ce virus, je veux dire cette famille de virus, et l'écologie virale du papillomavirus est différente en fonction des pays. Il y a des virus pathogènes, il y a des virus non pathogènes. Et à côté des virus qui induisent le cancer du col, il y a des virus qui entraînent des symptômes qui sont bénins, mais pour autant très désagréables, qui sont les verrues vulvaires chez les femmes, mais ça peut être au niveau du pénis, ça peut être au niveau de la marge anale, ça peut être au niveau des cuisses, du périnée. Ces lésions ne se cancérisent pas, mais elles donnent malheureusement des verrues qui sont très contagieuses, qui peuvent contaminer le partenaire et qui nécessitent des gestes au laser, qui nécessitent des chirurgies parfois, qui nécessitent des applications de crèmes en tout genre et qui sont excessivement invalidantes. Hein, alors, dans la genèse de ces troubles, on ne pense pas qu'au cancer, il y a des maladies bénignes qui sont largement aussi invalidantes que le cancer. Donc effectivement, comment prévenir le cancer du col? C'est effectivement se rendre au dépistage et puis limiter les facteurs qui vont probablement renforcer la pathogénicité du virus. Le contact avec le virus de l'HPV, c'est plus de 3/4 des gens. Donc pas question de stigmatiser, de dire « Ah ben voilà, ceux-là, ils l'ont bien cherché ». Non, on l'a tous, c'est comme les virus de l'herpès, c'est vraiment des virus dont on a une écologie assez partagée, et ça dès le début d'une activité sexuelle.
Donc, dès les premiers rapports, il y a des gens qui vont les garder, il y a des gens qui vont les éliminer. Et d'emblée, on n'est pas égaux, puisqu'il y a des gens sur le plan génétique qui ont une immunité satisfaisante, qui vont avoir une bonne clairance du virus, et d'autres qui vont le conserver, et pourtant, ils n'auront eu que 1 ou 2 rapports. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des lésions, ce n'est pas parce qu'on a fait un cancer du col, ce n'est pas parce qu'on a des lésions à type de verrue qu'on est un multipartenaire et qu'on est une personne à abattre. C'est aussi des choses qu'il faut vraiment démystifier parce que c'est très culpabilisant pour les femmes et c'est très culpabilisant pour les conjoints quand on rentre dans ce type de... comme pour le cancer du poumon, ah ben, une fumée, il l'a bien cherché. Bon, il y a un moment où cette forme de culpabilité est tout simplement inentendable. Donc il faut savoir qu'on partage tous cette écologie virale. Il n'y a pas d'exclus, à part les gens qui n'ont pas d'activité sexuelle. Ça peut être un choix. Alors, le tabac, on sait que le tabac renforce la pathogénicité du virus. Donc, à chaque fois, globalement, on essaiera de permettre l'arrêt du tabac. Et puis, on a d'autres facteurs qui induisent plus de cancer de l'ovaire, qui sont le surpoids, certainement les pesticides, et puis le cancer de l'utérus dont j'ai parlé, avec l'augmentation de la prédominance des hormones œstrogéniques qui font que le surpoids produit des hormones qui sont facteurs d'inflammation au niveau de la muqueuse de l'utérus. Alors, comme je le disais tout à l'heure, globalement, ces infections HPV, elles sont partout au monde. C'est pas plus la France qu'ailleurs, c'est partout. Elles sont partagées. C'est essentiellement le numéro de l'HPV, 6, 11, 12, 18, 24, enfin il y en a, qui en fonction des pays et des écologies sont plus ou moins prépondérants et sont plus ou moins responsables de la pathologie cancéreuse. Ce qui est intéressant dans les vaccinations, et ça c'est vrai pour toutes les vaccinations, c'est que pour diminuer le portage du virus, c'est-à-dire l'écologie du virus, eh bien il n'y a pas besoin de vacciner toute la population. Généralement, il suffit qu'il y ait une couverture de plus de 50%, ça dépend un peu des virus, mais on dit autour de 50-70% des personnes vaccinées pour que celles qui se vaccinent protègent les autres. Il n'empêche que si tout le monde a décidé de ne pas se faire vacciner, personne ne sera protégé. Et s'il n'y en a que 20% qui décident de se faire vacciner, eh bien celles qui se vaccinent ne seront pas protégées. Celles qui ne se vaccinent pas, bien sûr, non plus, mais celles qui se sont vaccinées, elles sont mises en péril dans leur volonté de protection par le fait qu'aux 20% d'elles toutes seules, elles ne vont pas faire baisser le réservoir de virus. Et donc, du coup, elles ne sont pas protégées alors qu'elles le croient. Bon, c'est donc important. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas qu'une affaire de bonne femme. Là, je vais rejoindre ce qu'on a dit tout à l'heure, la sexualité, ça se fait à deux. Et que globalement, là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des cancers du col, c'est sûr. Il y a des cancers du pénis qui sont moins fréquents. Et ça, vraisemblablement, parce que le terrain hormonal au niveau du pénis n'est pas le même que celui au niveau du col ou au niveau du périnée. Et que du coup, il y a une prépondérance pour les maladies gynécologiques des femmes, ça, c'est malheureusement. Et puis, on voit monter partout dans le monde les cancers oropharyngés, aussi induits par le virus. Donc, on n'a pas fini d'en parler. Et puis, les lésions bénignes, bon, qui sont effectivement pas le diagnostic de cancer, mais les personnes qui en ont, hommes ou femmes, parce qu'effectivement, l'homme aussi en fait, sont quand même largement invalidées. Alors, finalement, en France, le constat est qu'actuellement, on a un taux de couverture du vaccin, de l'ordre de 20%. Et là, globalement, on se retrouve au niveau des pays en voie de développement, puisque tous les autres pays civilisés sont à des taux de couverture beaucoup plus importants. Au niveau de l'Australie, par exemple, ils ont décidé de vacciner les filles en 2007, des filles de 12-13 ans. Puis à partir de 2013, ils ont vacciné les garçons au même âge. Et ils ont une diminution drastique du portage du virus, qui est de 23%, il est passé à 1%. Et on pense que ça va encore s'éteindre. Ils ont une très nette limitation, je ne l'ai pas mis là, mais de toutes les verrues vulvaires. Et pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'impact sur le cancer du col parce qu'il faut encore attendre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un maillage de 5 ans, 10 ans, donc on est encore trop court pour voir la réduction du col de l'utérus. Mais dans les pays qui vaccinent, globalement le nord de l'Europe, l'Angleterre, l'Australie et puis d'autres pays, on est en voie de pouvoir éradiquer le cancer du col.
Alors, en France, étant donné qu'en fait, on est de l'ordre de 20%, on sait déjà qu'on ne va pas pouvoir éradiquer le portage. En conséquence, en 2018, on est obligé de reprendre une campagne de dépistage pour remettre en avant une surveillance des femmes qui vont avoir un risque qui n'est pas diminué de cancer du col. Et c'est donc la campagne qui va débuter pour essayer de traiter les lésions qui vont se déclarer. Alors, ça, c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe ailleurs. Alors, c'est vrai, c'est pas pour paniquer personne. On est très content de sa médecine, tout le monde est très content de tout, mais qui sait exactement ce qui se passe? En l'occurrence, là, je crois que vis-à-vis du Portugal, on n'est plutôt pas bien. Et bon, je n'ai pas mis tout le monde parce que, bon, il faut bien s'arrêter à un moment. Mais là, on se retrouve globalement comme les pays qui nous envient ce que l'on fait, qui ne peuvent pas se l'offrir et que nous, on rejette et dans la soupe duquel on a craché. Donc, chacun en verra la suite plus tard, malheureusement. Et quand on parle de ça, les cancers gynécologiques, c'est pas toujours l'autre, hein. C'est pas toujours cette femme-là, voilà, un petit peu de façon un peu stigmatisante, pas du tout, hein. Y en a qui ont eu qu'un seul rapport sexuel, qu'un seul mari, et malheureusement elles sont malades dans le cancer du col. Donc au quotidien, quand on voit ces femmes qui font des orphelins, franchement, ça apporte réflexion. Et on voudrait bien un petit peu de solidarité. Au moins, ces femmes-là, elles se disent que si elles avaient pu avoir la vaccination maintenant qu'elles sont malades, elles ne l'avaient donc pas quand elles étaient plus jeunes, eh bien, elles l'auraient faite. Et je crois que finalement, comme personne ne le sait, tout le monde pense que c'est encore une histoire des lobbies des vaccins. Hein. Donc ça amène à réfléchir. Imagine, c'est une association de patientes pour les cancers gynécologiques, je répète, hors sein, qui a été créé, adossé au groupe Arcagie, qui est le groupe de recherche clinique qui travaille sur l'innovation thérapeutique dans les cancers gynécologiques, et qui avait pour mission toutes ces missions, de l'information là où il en manque, de la recherche, puisqu'effectivement, elles participent, on a une réunion annuelle auquel elles sont conviées, elles assistent donc au compte-rendu des congrès, aux bénéfices, aux courbes de survie, aux difficultés d'accès aux médicaments, aux projets de recherche développés, à la sélection des projets de recherche, voilà, principalement ça, ce qui est déjà beaucoup. Et aussi, elles relisent les consentements avec la Ligue sur les essais thérapeutiques proposés pour savoir si ces consentements sont entendables et regardables par les personnes auxquelles elles sont proposées, même si ça n'est pas elles. Et partage, puisqu'elles font beaucoup d'activités de partage entre femmes. Sensibilisation, et là il y a eu une campagne très importante pour le maintien de l'indication d'une consultation régulière en gynécologie et de soutien, puisqu'elles ont aussi un secteur téléphonique où elles répondent aux questions. Alors, vous avez peut-être vu passer, certains d'entre vous, des spots télé avec des actrices récemment sur soit sur la consultation en gynécologie, soit sur le dépistage. Et on a actuellement un soutien d'une députée de la région, de Pessac, qui mobilise l'intérêt de la gynécologie à l'Assemblée nationale. Vous savez que sans politique, on a du mal à faire avancer les dossiers et elle s'engage à essayer de faire soutenir les dossiers au bénéfice des femmes et c'est important. Le 8 mai, c'est la journée mondiale du cancer de l'ovaire, à l'initiative antérieurement du Canada. Là aussi, c'est une chose qui ne se sait pas, qui se promet peu. Et donc, en fait, ça fait en France, voilà, 4 ans qu'on fait ces réunions, tantôt à Paris, tantôt à Bordeaux, où on essaie de mobiliser des élus avec plus ou moins de succès, effectivement. Et ça permet de capter un petit peu l'intérêt de la population sur ces sujets. Et puis, ils ont créé des cafés Imagine où les membres de l'association se rencontrent. Généralement, c'est une fois par mois. Elles se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux, ou par téléphone, enfin, ou par mail. Elles se réunissent et elles débattent de sujets. La sexualité, le laser dont elles ont parlé, l'alimentation, l'exercice physique, enfin, tout un tas de sujets dont elles parlent entre elles et elles remontent les sujets qui leur paraissent insuffisamment traités pour qu'on puisse, au cours de journées régionales, voire nationales, rester au clair avec ce qui se passe. Et elles ont relu le dernier article qui a été fait sur les séquelles des femmes à long terme après un cancer de l'ovaire pour pouvoir aussi donner leur avis sur les séquelles qui sont
présentes et dont elles sont au premier rang pour pouvoir en parler. Elles ont une ligne téléphonique sur laquelle elles répondent, elles guident les patientes et puis elles sont présentes sur la plupart des congrès qui se font avec un atelier, que ce soit des congrès nationaux ou internationaux, pour pouvoir partager avec leurs homologues européens sur les soutiens par les associations de patientes. Effectivement, ils ont aussi une page Facebook, tout un tas de brochures, la dernière étant, peut-être vous l'avez vu pour ceux qui connaissent le cancer de l'ovaire, le Bullet Journal, dans lequel, effectivement, elles ont fait un petit recueil où il est dit, de façon assez ludique, toutes les petites choses qu'il faut savoir pour la prise en charge du cancer de l'ovaire, avec le soutien de Pharmamar, de l'AFSOS. Et il y a actuellement en rédaction avec l'INCa une nouvelle tablette sur le cancer de l'ovaire. Après, elles entameront sûrement autre chose, mais c'est déjà assez lourd parce qu'en même temps, là, on a surtout une association faite de malades, voire d'anciennes malades, beaucoup de femmes en traitement, et malheureusement encore peu de proches. Donc, elles font un travail d'information aussi avec une newsletter tous les 3 mois et il y a des éditions de plaquettes très régulièrement pour expliquer un petit peu les choses, notamment pour la prise en charge des tumeurs rares de l'ovaire, qui sont des traitements effectués dans les centres experts. Alors, pas forcément dans les centres experts, mais qui nécessitent généralement d'avoir la recommandation d'un centre expert pour ce qui est de l'analyse anatomopathologique qui gouverne la prise en charge de la tumeur et les recommandations sur le traitement. Et puis, elles ont un site internet qui se présente comme ça, qui a été refait il n'y a pas longtemps, sur lesquels elles communiquent et où il y a toutes les informations de la plupart de ce que je viens de vous dire. En termes de recherche, ça je l'ai déjà dit, elles sélectionnent, elles aident à sélectionner quand on a des dons. Il y a des dons qui sont faits à l'association, quels projets de recherche elles vont prioriser, que ce soit de la vaccination intratumorale ou que ce soit une nouvelle molécule dans telle ou telle chose. Elles vont sponsoriser, elles vont aider aux sponsorisations des laboratoires de recherche académiques le plus souvent. Donc là, c'est les institutions. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Donc, en termes d'actions qui leur tiennent à cœur, c'est maintenant essayer de faire que la vaccination devienne remboursée comme elle l'est dans les pays qui permettent d'éradiquer le portage de l'HPV. Il y a encore du travail à faire, puisque actuellement, elle n'est pas remboursée complètement et elle n'est pas non plus disponible pour tous les garçons. Il y a des profils à risque seulement. Et si on veut y arriver, il n'y a pas que les femmes qui doivent faire l'effort. Si on veut jouer sur l'écologie du virus, il faut aussi que les jeunes garçons soient traités. Voilà, bon, ben ça je l'ai déjà dit. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de perspective. C'est important de comprendre que le dépistage, il n'existe pas dans tout. Il n'existera vraisemblablement jamais dans tout. Qu'il y a malgré tout des mesures de prévention qui existent et qu'il faudrait mettre en œuvre parce que le mieux est encore de ne pas devenir malade. D'accord, on met le poids quand on est malade, mais si on peut éviter de l'être, ça a vraisemblablement beaucoup plus de poids encore et on peut largement y travailler. Il y a une marge de progression qui est énorme. Je vous remercie.